En août 2018, Mayan Cordy, âgé de 27 ans, et sa mère Jennifer Weathers ont assisté au mariage d'un ami de la famille dans le comté de Yamhill, Oregon. Ce qui aurait dû être une soirée amusante de danse et de célébration s'est terminé autrement. Sur le chemin du retour cette nuit-là, quelque chose est arrivé à Meghan. Seules 3 personnes connaissent la vérité sur ce qui s'est passé, et l'une d'entre elles n'est plus là pour raconter l'histoire. Les 2 autres affirment que Meghan est simplement sortie de la voiture et a disparu, et la 3e n'avait que 3 ans, assise sur son siège auto lorsqu'elle a vu sa mère pour la dernière fois, trop jeune pour dire ce qui s'est réellement passé. L'affaire de la façon dont Meghan Cordy s'est retrouvée au fond d'un talus le long d'une route à Dayton est remplie d'incohérences et de frustrations intenses. Voici son histoire. Meghan Cordy est née en décembre 1990 de Jennifer Weathers et Anton Cordy. Elle était la sœur aînée d'un jeune frère, Jacob. On ne sait pas grand-chose de l'enfance ou de l'éducation de Meghan. Son père, connu sous le nom de Tony, était l'ancien capitaine des pompiers de Clackamus et il vivait dans l'Oregon. En 2015, Meghan a accueilli une belle petite fille, Gia. Gia était le monde entier de Meghan, et elles étaient extrêmement proches. La tante de Meghan, Tracy, a décrit sa nièce comme une personne qui aimait faire sourire les autres, ne prenait pas la vie trop au sérieux et n'hésitait pas à se comporter de manière amusante si cela pouvait égayer quelqu'un. L'une des premières choses que les gens remarquaient chez Meghan était son brillant sourire, qui, aussi cliché que cela puisse paraître, illuminait vraiment une pièce. Le 18 août, Meghan, sa mère Jennifer et sa fille de 3 ans Gia ont assisté au mariage d'un ami de la famille à Heather Farm, un lieu d'événement et une ferme de citrouilles située dans une zone rurale, calme et idyllique, qui semblait être l'endroit parfait pour célébrer l'amour d'un couple avec leurs proches les plus chers. La veille, Meghan et sa mère s'étaient disputées sur qui conduirait jusqu'au lieu du mariage, un endroit qu'elle ne connaissait pas. Jennifer voulait que Meghan prenne son propre véhicule pour pouvoir ramener sa fille si Gia se fatiguait et ne terminait pas la soirée de fête de Jennifer. Finalement, Jennifer a conduit jusqu'à l'endroit. Que l'une ou l'autre des femmes ait un problème d'alcool est inconnu, mais avec les événements qui se sont déroulés dans les heures qui ont suivi, il est clair que l'alcool a joué un rôle important. Le couple a eu une belle cérémonie suivie d'une réception animée, et les boissons ont coulé à flot. Et tout le monde passait un bon moment, à ce qu'il semblait, sauf Meghan et Jennifer, qui avaient toutes 2 bu. Des invités ont été témoins de leur violente dispute à propos de quelque chose. Jennifer était visiblement ivre, on l'a vu chanceler et on l'a estimé entre 6 et 8 sur une échelle d'ivresse de 1 à 10, certainement pas quelqu'un qu'on voudrait voir conduire. Gia a commencé à se fatiguer vers 22h. Étant donné qu'elle n'avait que 3 ans à l'époque, on comprend que Meghan n'ait pas voulu rester à la réception avec une toute petite fille grincheuse qui ne pouvait pas dormir à cause de la musique et de l'environnement inconnu. Jennifer n'a pas été impressionnée et a voulu rester plus longtemps à la fête. Elle aurait dit à Meghan que ce qui allait arriver était arrivé, en référence au fait qu'elle devait partir tôt à cause de Gia. Lorsqu'elles sont parties, Jennifer conduisait et Meghan était assise à l'avant. Gia était attachée sur le siège arrière. L'argument a continué dans la voiture et, après avoir fait un court trajet, Jennifer s'est arrêtée et Meghan est sortie. Son téléphone a borné à cet endroit, ce qui a permis aux autorités de savoir que cela s'était produit. Elles ont continué à se disputer avant que Jennifer ne convainque Meghan de remonter dans la voiture, cette fois-ci avec Gia sur la banquette arrière. Pendant le trajet, Meghan a appelé son petit ami, qui a pu entendre la dispute violente entre les 2 femmes. Certains rapports suggèrent que Meghan a dit à son petit ami que Jennifer était ivre, mais c'est la dernière fois qu'il l'a entendu. Voici la version des faits que Jennifer a racontée aux autorités dans les jours qui ont suivi cette funeste randonnée en voiture. Jennifer dit que Meghan, fâchée à cause de leur dispute, lui a demandé d'arrêter la voiture pour qu'elle puisse descendre. Jennifer a obéi et Meghan est sortie, laissant son téléphone et ses chaussures dans la voiture. Jennifer a crié à Meghan par la fenêtre du côté conducteur, mais quand elle a fait demi-tour pour la chercher, Meghan avait disparu. Jennifer a alors passé les 30 minutes suivantes à arpenter cette section de la route à sa recherche, avant de décider de rentrer chez elle, voulant ramener Gia en sécurité. Jennifer a dit qu'elle pensait que Meghan avait soit trouvé un moyen de repartir, soit été retournée au lieu de la réception. Jennifer est rentrée chez elle cette nuit-là, s'est couchée et s'est endormie, sans savoir si sa fille était rentrée saine et sauve, ce qui n'était pas le cas. Hi, is this a number I call for a non-emergency? This is the dispatch center non-emergency number. How can I help you? I'm sorry. My daughter has been missing since last night, and I'm getting kind of worried because she's supposed to work in 10 minutes, and I haven't heard anything from her. We were at a wedding, and she was upset and got out of the car, and I haven't heard from her since, and I haven't been able to find her. I drove around for 2 hours this morning looking for where she got out of the car, and so I don't know if I should call 911 or if I have to wait a certain amount of time. Le lendemain matin,
Le 19 août, Jennifer se réveille et constate que Megan n'est toujours pas rentrée. Elle décide d'essayer de la faire signaler comme disparue, mais elle ne le fait pas en appelant le 911. À la place, Jennifer compose le numéro de la ligne d'urgence non prioritaire. Dans cet appel, elle déclare qu'elle a passé 2 heures ce matin-là à chercher Megan, mais qu'elle n'a pas réussi à la retrouver. No, there's never a certain amount of time that you have to wait. Okay. Do you want to report her as missing? Yeah, I think so. Where was she missing from? I've checked the hospitals and I've checked the jails, and she's not in either one of those. So, the wedding was at Heiser Farm in Dayton, Oregon. Cet appel a été beaucoup débattu, des paroles de Jennifer à son ton de voix, elle semble calme tout au long de la conversation, mais les gens gèrent le stress différemment. Cependant, la mention d'appeler les prisons et les hôpitaux semble étrange. Si Jennifer pensait que sa fille aurait pu être arrêtée ou gravement blessée au point d'être à l'hôpital, il y aurait sûrement un plus grand sentiment d'urgence ici. De plus, lorsque vous avez écarté ces options, les inquiétudes ne se dissiperont pas, au contraire, elles augmenteraient. Maintenant, mon nom pourrait être blessé quelque part sans moyen d'appeler à l'aide ou, pire encore, elle aurait pu monter dans une voiture avec la mauvaise personne. And what is your name? My name is Jennifer Weathers. And what is her name? Megan, Meigan. Cordie, Cordie. You know what she was wearing? She was wearing I want to say it was floral pantsuit. It was one piece, short sleeve, navy blue with flowers on it. And she doesn't have her phone. She didn't have her phone. She left it in my car. She didn't have her wallet. Everything was in my car. Okay, we'll go ahead and have someone get in contact with you, okay? Okay, thank you. You're welcome. Les autorités ont reçu le signalement et ont pris très au sérieux la disparition soudaine de Megan. Apparemment, elle était sortie d'une voiture la nuit sur une route sombre et non éclairée, dans une zone rurale qu'elle ne connaissait pas, ce qui semblait être une recette pour le désastre. Un appel a été lancé pour des volontaires afin d'aider dans les recherches de Megan, et son visage était diffusé dans toute la région. 300 volontaires et secouristes se sont rassemblés pour fouiller les bois, les rivières et les terres agricoles où Megan a été vue pour la dernière fois, mais il n'y avait aucune trace d'elle sur ce trajet. Pour donner une perspective sur la journée de la disparition de Megan, elle était passée dans un magasin où travaillait un ami de la famille, non loin du lieu du mariage. Megan Spencer a complimenté la tenue de Megan, un combinaison bleu à fleurs, et Megan a répondu merci. Et elle est entrée et elle portait une sorte de pantalon fleuri et je m'en souviens parce que nous avons des mariages ici mais ce n'est pas tellement courant de voir beaucoup de gens habillés donc j'ai dit oh c'est vraiment joli et elle a dit merci. Megan Spencer a été choquée d'entendre parler de la disparition, mais pas du fait que quelqu'un puisse disparaître dans cette région. Eh bien, si elle était pieds nus et qu'il est 22h30, il fait complètement noir là-bas, il n'y a pas de lampadaire, rien, a-t-elle fait remarquer. Eh bien, elle était pieds nus et il est 22h30 la nuit, il fait complètement noir là-bas, il n'y a pas de lampadaire, rien. À la fin de la première journée, la famille et les amis de Megan étaient dévastés d'entendre qu'il n'y avait pas de nouvelles, elle était toujours portée disparue. Et le temps était compté étant donné les circonstances étranges entourant la disparition de Megan et le fait que les autorités savaient avec qui elle avait été vue pour la dernière fois. Il n'est pas surprenant qu'ils aient voulu parler davantage avec Jennifer Weathers, mais d'abord, ils voulaient fouiller sa voiture. Ils ont trouvé le téléphone portable et les chaussures de Megan sur le siège avant, où Megan s'était assise en dernier lorsqu'elle a quitté le lieu du mariage. Et si le fait que Megan ait laissé son téléphone était alarmant, quelque chose de bien plus inquiétant se trouvait dans la voiture, une touffe de cheveux blonds sur le siège avant, avec les racines toujours attachées, montrant qu'ils avaient été arrachés et non coupés. Il semblait maintenant que l'altercation dont Jennifer avait parlé était bien plus sérieuse qu'elle ne l'avait laissé entendre. Le clip suivant montre une partie du questionnement de Jennifer, qui a été effectué pendant qu'elle était reliée à un test de détecteur de mensonges. Les enquêteurs savent que ces résultats ne peuvent pas être utilisés au tribunal, mais ils peuvent les aider à trouver la vérité. Yeah, we were in the car. Okay. And then it got heated in the car? Mm-hmm. Okay. And, did it ever get physical in the car? She pulled my hair. Okay. How far from the venue were you, or was it still at the venue? No, it was right before she got out of the car. We'd already started driving, and she was yelling at me. And she just yanked my head back. And I slammed on the brakes. And then I yelled at her, "What are you doing? Gia's in the car."
and I reached back and hit her arm. Travis to hit her arm to try and make her let go of my hair. Comme mentionné au début de cette affaire, seules 3 personnes savaient ce qui s'était passé ce jour-là. Nous ne savons pas avec certitude quelle partie de cette histoire Jennifer dit être vraie ou non, mais il est clair qu'elle rejette toute la faute sur Megan. Les gens se disputent tout le temps et bien que la violence physique ne soit jamais la solution, Jennifer semble se disculper de sa part de responsabilité dans l'argument tout en faisant comme si Megan était devenue folle devant GIA. D'après toutes les sources disponibles, Megan était une excellente mère pour sa fille et le fait qu'elle ait agi violemment devant elle sans raison semble être en décalage avec son caractère. Je tiens également à souligner la longue pause entre la dernière déclaration de Jennifer. C'est un exemple classique de remplissage du silence. Jennifer est mal à l'aise malgré ses efforts pour paraître calme et posée. Si elle racontait les faits tels qu'ils se sont produits et qu'elle était sûre de sa version des événements, Jennifer n'aurait pas marqué une pause de 12 longues secondes pour ajouter qu'elle a écarté le bras de Megan. And when she finally let go of my hair, I started slowing the car down, which is when she started opening the door and saying, I'm going to get out. Oh, first she had called her boyfriend. You hit her in the arm. How many times? Oh, I don't know. I just reached back until she let go of my hair. Okay. I Are don't you know. sure that you were hitting her arm? No. You were just hitting something. I was just reaching back and, Okay. I mean, it had to have been her arm because she would have been like this. So, I'm assuming it was her arm. Okay. Yeah, but she called her boyfriend first and wanted him to come get her. What's And his that name? was before she pulled my hair. His Okay. name is Brendan. She calls him Burr. That's his nickname. B-U-R. Jennifer dit à l'enquêteur que Megan a appelé son petit ami et lui a demandé de venir la chercher, mais elle ne mentionne pas pourquoi ou quand cela s'est produit. Étant donné que les invités du mariage ont dit que Jennifer était fortement ivre, Megan s'inquiétait-elle de la façon dont sa mère conduisait? Si c'était le cas, pourquoi aurait-elle laissé sa fille dans la voiture avec elle? Cursing back and forth at one another and really getting ugly like that. I mean, you're Oh, saying that asking me? she's... Oh, yeah. Okay. I mean, she called him, you know, I want you to come get me, and he must have said no. And then, Whose phone is she calling with? hers. Okay. And then, And this is when she pulls your hair not too long after that? yeah, What predicated that? who knows? I have no idea. Were you guys in the middle of yelling at one another and she pulls your hair? Yeah, I'm sure. Okay. La réponse de Jennifer est ouais, j'en suis sûr montre que son souvenir des événements de cette nuit-là n'est pas clair, et c'est dû à son niveau d'intoxication. Si elle avait été sobre et que les deux avaient eu une dispute, un geste soi-disant venu de nulle part comme s'agripper à ses cheveux aurait été suffisamment marquant pour qu'elle se souvienne de ce qui l'avait précédé. Okay. Yeah, so then, you know, after he wouldn't come pick her up, and she pulls my hair. So using derogatory terms towards one another, would that be No, a I fair don't call assessment? Megan names, yeah. Does she call you names? Oh, of course. I mean, not of course, but yes, she does. Okay. Not like, Pourquoi Jennifer aurait-elle besoin de représenter Megan comme la méchante dans cette situation? Ses affirmations comme quoi elle ne l'insulte pas, puis quelques instants plus tard, répondre que Megan l'appelle évidemment par des noms dépréciatifs, est un comportement étrange pour une mère dont la fille est toujours portée disparue. Elle a déjà admis qu'ils étaient en pleine dispute, mais continue pourtant à rejeter la faute sur sa fille disparue. Ce comportement ne serait peut-être pas si remarquable si l'attitude générale de Jennifer n'était pas si joyeuse alors que sa fille est portée disparue. trying to get her to let go of my hair. She finally lets go of my hair. I start slowing the car down. She's like, I'm going to get out. And I'm like, you're not getting out. You're not getting out of the car. And I was almost to a stop. And she started opening the door, which is why it's slowing down. And I was almost to a stop, and she just opened it and jumped out. So then I stopped the car and got out and walked around it, closed her door that she had jumped out of, and I was looking for her. I couldn't see her anywhere. I'm calling her name, and she's not answering me. I can't leave the car because Gia's in it. So I'm just calling her name, get back in the car, and I can't see her anywhere. So I got back in the car and turned it around because I figured with the direction she jumped out, she'd be heading the opposite way.
So I got back in the car and turned around and tried to find her with the headlights. I had the windows rolled down, and I'm just calling her name, calling her name, calling her name. She's just not answering, and I couldn't see anything. How fast do you think you were going when she jumped out? Oh, I mean, like, literally, I was almost to a stop. Okay, like less than 5 miles per hour? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, because as soon as she started saying she was going to get out and started messing with the door handle, I started coming to a stop. And you couldn't see her? Mm-mm. Did you hear anything when she jumped? Mm-mm. You didn't hear an ouch or anything like that? No. No. Then you went back to the car, turned around, Mm-hmm. headed back towards the farm? Mm-hmm. Okay. What's the child doing? I don't know. Au cas où cela n'ait pas été clair, Jennifer a été interrogée sur ce que faisait Gia. Après une longue pause, elle a répondu doucement « je ne sais pas ». Une autre pause prolongée a suivi, puis elle a ajouté pleurant « j'imagine ». So I drove back and forth, I don't know, probably for about a half an hour, trying to find her. I called Burr at some point, but he didn't answer his phone. And then Gia was crying. Oh my God, I can't believe she was there for all of that. Oh my gosh. Une fois de plus, Jennifer montre de l'inquiétude pour ce que Gia a pu voir, et non pour le fait que Megan est portée disparue. So it's normal for Megan to flip out like this? Not so much recently. I mean, back in the day when I first got divorced and got remarried, it was. Un enfant disant laissez-la à propos de sa mère est à la limite du plausible. Mais lorsqu'on ajoute que ce même enfant aurait apparemment pleuré quelques instants plus tôt, après avoir assisté à la confrontation dont sa mère venait de sortir pour la laisser seule à l'arrière de la voiture, cela devient carrément impossible. Did you try and call her? Try and call Megan? Mm-hmm. Mm-mm. No, I did not. Why not? I don't know. It didn't even occur to me to try and call her. Okay. I was more worried about Gia and getting Gia home. At that point, Megan wasn't my focus, Gia was. So I just drove home and I took her upstairs and put her in bed. Had Megan done this kind of stuff in the past? What kind of stuff? Jump out of your car? She'd never actually done it, but yeah, she's threatened to before. Okay. Any more drinking or anything that night for you? No. Definitely. Muscle relaxers, anything? No. Okay. No. No, I was so tired already. I was exhausted. I didn't take my makeup off or anything. I never do that. I didn't take my contacts out. Okay. I just got in bed with Gia because she was asleep. And I just crawled in with her and cuddled her. Okay. Did that surprise you that Megan was acting the way she was acting in front of her daughter? In front of her daughter, yeah. And that she wouldn't stop. Okay. It definitely surprised me. I mean, she hadn't done anything like that before. No? No. And usually in text. Mm. Usually she's an angry texter. An instant angry texter. What kind of stuff sets her off? Me. Anything I do. She'd done it to me a few weeks ago when I stopped by to pick up Gia. While she was at work. I met her at her work and picked her up. And Where does she work? Blue Mercury at Bridgeport. What is that? It's a cosmetic store with aesthetic services. Okay. She's an esthetician. Uh-huh. You'd stop by to pick up I picked Gia. up Gia and asked her what time she was going to be done with work, and she said 5:30. And I thought, you had told me 5 before, and she was like, yeah, I thought it was 5, but it was 5:30, and I just kind of rolled my eyes because she does that a lot, like just doesn't know her schedule. Mm-hmm. And she's like, what? I'm like, well, I just don't understand how you never know your schedule. Like, you're 27 years old. Mm-hmm. How do you not know whether you get off at 5 or 5:30? Mm-hmm. And I woke up at about 5:30. On Sunday? On Sunday because the sun was coming out, and I got up and I got dressed and grabbed Gia and went out to look for Megan.
You didn't call her first? No. No, I had her phone. She had left her phone in the car. When did you figure that out? When I took Gia out of the back seat, I saw it on the floor. Après 4 jours de recherches intensives, les autorités ont été contraintes d'arrêter les recherches. Un nombre important de personnel avait été mobilisé pour chercher Megan, mais sans aucune trace d'elle dans un large rayon autour de l'endroit où Jennifer avait dit être descendue de la voiture, ils ont dû réduire les efforts. Bien sûr, ils continueraient à travailler sur le cas de Megan dans le cadre d'une enquête active. À ce stade, les enquêteurs nourrissaient déjà de sérieux soupçons envers Jennifer. L'histoire qu'elle leur avait racontée ne tenait pas debout, et lorsque les résultats du test du détecteur de mensonges se sont avérés non concluants, cela les a davantage inquiétés sur le fait qu'elle ne leur disait pas toute la vérité. Mais ils allaient bientôt faire une évolution majeure le 23 août, le lendemain de l'interruption des recherches de Megan. Un groupe de joggeurs profitant d'une sortie sur les tranquilles routes de Dayton a remarqué quelque chose au bas d'un talus escarpé, c'était Megan Cordy. Fin de la recherche d'une femme portée disparue dans le comté de Yamhill. Des joggeurs ont trébuché sur un corps près de Dayton, que l'on croit être celui de Megan C. Le corps de Megan a été découvert au bas d'un talus rocheux escarpé. Comment se fait-il que les équipes de recherche n'aient pas réussi à la trouver? C'est parce que Megan a été retrouvée à 9 miles de l'endroit où Jennifer avait dit l'avoir fait sortir de la voiture. Cette découverte a mis fin de manière tragique à cette affaire déchirante. Une communauté s'arrête pour se souvenir de Megan C, à l'approche d'une tradition estivale dans le centre-ville de Dayton. Le corps de Megan a été récupéré sur les lieux et transporté au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Les résultats montreraient qu'elle avait subi des blessures importantes. La cause du décès de Megan a été déterminée comme étant un traumatisme contondant à la tête. Elle avait subi une séparation aortique qui aurait entraîné une mort instantanée. Pendant environ 30 jours, les autorités n'avaient pratiquement donné aucune information sur l'affaire de Megan, jusqu'à ce qu'elles organisent une conférence de presse le 27 septembre pour faire le point sur l'enquête. Au cours de cette conférence, le procureur de district Brad Brabery a détaillé les événements ayant mené à la mort de Megan et a exposé les conclusions de l'autopsie. Il a informé la presse que le médecin légiste estimait que les blessures de Megan n'étaient pas cohérentes avec un accident de voiture, et que l'absence de dommages à ses pieds nous montrait qu'elle n'avait pas marché sur une longue distance. Il a également été révélé que Jennifer avait échoué à son second test au détecteur de mensonges et avait depuis cessé de coopérer avec les enquêteurs. Peut-être la pièce d'information la plus importante à ressortir de cette conférence de presse a été la suivante. Brabery a révélé que le médecin légiste pense que Megan est sortie de la voiture alors qu'elle roulait à une vitesse supérieure à 5000 par heure. How fast do you think you were going when she jumped out? Oh, I mean, like, literally, I was almost to a stop. Okay. Cependant, comme le décès a été jugé accidentel, le procureur de district a déclaré qu'il n'y aurait pas d'inculpation au criminel pour sa mort. Les enquêteurs et le procureur de district pensaient que Jennifer roulait dans la mauvaise direction après avoir manqué un virage, lorsque Megan est tombée ou a sauté hors de la voiture. Elle a alors heurté le sol avant de dévaler le talus escarpé. Fait surprenant, il n'y a eu aucune mention de Jennifer ayant potentiellement accéléré juste avant que Megan ne sorte du véhicule, quelque chose qui n'aurait pu provenir que de Jennifer elle-même. Jennifer Weathers a été inculpée de conduite en état d'ébriété et de mise en danger. Son procès a eu lieu en octobre et, comme elle n'avait pas passé de test d'alcoolémie cette nuit-là, les procureurs ont dû s'appuyer uniquement sur les témoignages de ceux qui l'avaient vue au mariage. Elle a finalement plaidé coupable pour conduite en état d'ébriété, n'étant confrontée à aucune accusation liée au décès de sa fille. Le procureur et le procureur de district ont ouvertement exprimé leur frustration face à l'absence d'accusation liée à la mort de Megan, déclarant publiquement que Jennifer avait induit la police en erreur. Elle a passé 5 jours en prison et a été placée en probation pendant 3 ans. Désormais, Gia vit avec son père à Salem, Oregon, et Jennifer n'a pas le droit d'avoir le moindre contact avec eux. Le point et la dernière mise à jour de l'affaire est venue lorsque le père de Megan a poursuivi Jennifer pour $500 000 pour négligence ayant entraîné la mort de Megan alors qu'elle conduisait en état d'ébriété. Il a également poursuivi le lieu du mariage pour près des $1 million pour avoir servi trop d'alcool et avoir omis d'empêcher Jennifer de prendre le volant ivre. Un juge a rejeté cette poursuite après qu'il a omis de répondre à une motion de la défense. En vérité, nous ne saurons probablement jamais ce qui est arrivé à Megan Cordy. C'est une affaire qui aura à jamais plus de questions que de réponses, et compte tenu du comportement de Jennifer, il est peu probable qu'elle vienne un jour raconter une version différente. C'est ici que s'achève cette affaire. Merci d'avoir regardé.